Arc-en-ciel, la chronique. Monsieur Chauvency, notre général François Chauvency, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Arc-en-ciel par rapport à cette actualité assez importante, l'actualité, le dernier sommet de l'OTAN. Ma première question générale, les États-Unis sont-ils en droit d'acculer les puissances européennes aux visions et visées du président Donald Trump? Peuvent-ils réussir comme ils l'ont fait avec les Émirats du Golfe? Je dirais que la situation est souvent beaucoup plus complexe qu'on peut le croire. Que fait Donald Trump depuis déjà maintenant un an? Il multiplie les pressions, quel que soit le contexte, pour faire payer les autres États la politique américaine. C'est très clair, il veut que l'argent utilisé par les États-Unis soit mieux utilisé et que ceux qui bénéficient de sa protection, en quelque sorte, payent à la hauteur, je dirais, de cette protection. Il faut quand même bien reconnaître que les États européens ont fait une impasse grave depuis des années sur la défense et qui se sont appuyés sur les États-Unis pour assurer leur sécurité. Les États-Unis aujourd'hui dans l'OTAN assurent quand même 20% du budget de l'OTAN, qui est quand même énorme pour 29 États, et aussi assure 75% des effectifs. Donc il est un peu normal, comme ses prédécesseurs, parce que les prédécesseurs de Donald Trump ont dit la même chose, que les États européens acceptent de payer le prix de la sécurité, qui, au moins jusqu'à il y a quelques jours, se limitait à 2% du produit du PIB. Or, effectivement, Donald Trump a essayé de faire payer beaucoup plus, jusqu'à 4%, mais déjà 2%, un certain nombre d'États ont engagé les démarches pour le faire, notamment la France, en 2025. Et donc, voilà, nous sommes dans un deal, oserais-je dire, entre une puissance économique et les États-Unis et l'Europe, qui a quand même vécu à crédit sur la sécurité. Et le seul pays général qui a été visé dans cette dernière réunion avec le président Trump et les alliés, c'est l'Allemagne. Et pourquoi spécialement que l'Allemagne? Alors l'Allemagne, c'est quand même un État très pacifiste, il faut quand même le dire très clairement, qui ne fait pas la guerre, qui ne veut pas la faire, mais qui est dans l'OTAN, qui veut que l'OTAN dure, qui est dans l'Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle engage avec la France des programmes d'armement commun. Et puis, il faut quand même donner une réalité des chiffres. L'Allemagne consacre environ 1% environ de son budget à la défense. Enfin, de son PIB, pardon. De son PIB. Ce qui représente quand même, quand on y pense, plus que ce que met la France et qui paye aussi son nucléaire. Donc, l'Allemagne consent une somme assez importante au niveau de l'Europe dans sa défense. Maintenant, ce que lui demande Trump, c'est de monter à 2%, en raison notamment de ses excédents commerciaux. C'est là-dessus que l'attaque de Trump se porte. Il considère que l'Allemagne gagne trop d'argent en faisant du commerce avec les États-Unis et il veut que ça soit rééquilibré. Donc je crois nous sommes dans un jeu de pression où effectivement Trump est dans une logique très commerciale, chef d'entreprise, qui veut obtenir le maximum pour son argent et surtout faire payer le plus les autres. Justement, sauf que simplement cette démarche, quelque part, on n'est plus dans une démarche d'homme d'affaires, on est en relation d'État à État. Est-ce que vous croyez-vous que cette façon de faire, ça va perdurer ou bien elle est limitée avec un certain temps, limité avec le temps de M. Trump pendant son mandat? Oui, vous avez raison de souligner le temps limité du mandat de Donald Trump, puisqu'en fait son mandat sera remis en question dans 2 ans, ce qui est bientôt. Donc la question est de savoir si son successeur, s'il en a un, continuera sur la même ligne, ce qui m'étonnerait. Maintenant, j'ai eu un contact il n'y a pas longtemps avec des amis américains bien informés qui me disent quand même que les Américains revoteraient Trump dans 2 ans, à la date d'aujourd'hui, malgré ce qu'on entend chez nous. Donc voilà, donc c'est un premier point. Le deuxième point, effectivement, sa manière de faire de Donald Trump, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, le sentiment que j'en ai, donc c'est très personnel, c'est quand même quelqu'un qui a une inconstance permanente sur sa vision du monde. Vous prenez tous les sujets internationaux qui sont passés entre ses mains, tous ont eu leur contraire
et un avis quelconque. Vous prenez la Corée. Pendant un moment, la Corée du Nord, il a tapé dessus, puis après, il a fait à Miami. Les États du Golfe, c'est un peu comme ça aussi. Ensuite, nous sommes avec l'Iran, qui est par contre une fixation. Effectivement, sur l'Iran, il a une volonté de faire plier l'Iran. Maintenant, en Europe, que fait-il? Il fait exactement la même chose. Il dit un jour blanc, le lendemain matin, il dit noir. Mais qu'est-ce qu'on retrouve comme point commun entre tous ces dossiers? C'est l'argent. C'est en fait de faire payer aux autres la sécurité qui ne rapporte rien, et donc ramener éventuellement soit des échanges commerciaux en faveur des États-Unis, soit des entreprises aux États-Unis. Nous sommes plus dans une guerre économique que dans une guerre diplomatique. Moi, j'ai vraiment l'impression que Donald Trump n'a pas de vision claire sur les relations internationales. En revanche, la manière dont il gère, c'est qu'il travaille pour l'argent. Il veut que l'argent, ça rentre. Alors effectivement, en termes de relations avec les États, on n'est pas dans des entreprises, on est dans des relations entre États. On ne parle pas que de commerce, on parle forcément de droit, on parle de droit international, on parle de conflit, on parle de sécurité, mais j'ai l'impression que Trump n'est pas son affaire dans ce domaine-là, et que sa seule approche, elle est tout à fait commerciale et financière. Oui, donc le slogan célèbre des États-Unis, surtout de Trump, America First. Donc, tout à fait. Tout à fait. Mais dans une logique très économique, hein. Ce n'est même pas relations internationales. On fait du business. Et comme on fait du business, et ça c'est très bien vu pour le pétrole, comme on fait du business, l'America First, c'est ça, c'est faire du business. C'est pas forcément être une grande puissance militaire ou une grande puissance diplomatique. Donc, si j'ai bien compris, on ne peut pas dire, mis à part l'argent, que le président Trump a un projet secret derrière sa tête. Non, moi, très honnêtement, vous avez qu'à regarder dans tous les conflits récents dans lesquels Donald Trump a été très vindicatif, où il a tweeté un peu à tort et à travers, ce qui ne se fait pas dans la diplomatie quand même, hein. Regardez ce qu'ont fait ces grands subordonnés ou ces grands collaborateurs, que ce soit le secrétaire à la Défense, le général Mattis, ou à un moment donné, M. Tillerson aux Affaires étrangères, et puis son successeur Pompeo. À chaque fois, les grands ministres qui accompagnent Trump modifient, corrigent, amendent le discours trumpien. Donc, le général Mattis, pour l'OTAN, est intervenu. Bon, il a dit oui, attention, vous devez payer. Mais on assure quand même la sécurité, et récemment encore, vous avez eu un exercice américain très important en Europe face à la Russie, parce que l'OTAN, c'est pour se préparer face à la Russie, mais pas uniquement, et vous avez les Américains qui participent et qui augmentent le budget, sans le dire. Donc vous avez le discours politique de Trump, d'un côté, et puis derrière l'administration américaine, qui, quand même, discrètement, gentiment, pour ne pas être en contradiction avec le président, modifie le discours et pratique pas une autre politique, mais une politique plus soft, comme on pourrait dire. Devant ces contradictions, comme vous venez de les citer, est-ce que l'OTAN souffrirait-elle au niveau purement militaire, et vous êtes un homme militaire et stratégique, de la nouvelle politique américaine? Elle pourrait, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'OTAN ne dispose pas d'armée commune, et que quand on engage l'OTAN dans un conflit, l'OTAN demande à ses États membres de fournir des forces. Donc déjà en tant que tel, je dirais en tant qu'armée, pour parler un petit peu, je dirais civil, en tant qu'armée, il n'y a pas d'armée à la disposition de l'OTAN pour agir. Premier temps. Comment elle agit? Elle agit par donc des prêts, entre guillemets, de soldats par les différents États. Donc déjà, les États-Unis fournissent, on peut le voir, hein, mais ne fournissent pas tout. Vous prenez l'exemple de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Aujourd'hui, ces pays-là fournissent pour 4 mois, régulièrement, des unités blindées en Estonie, en Lituanie, pour montrer que l'OTAN est là face à la Russie. Donc les forces européennes sont en mesure, effectivement, de faire face, non pas à une guerre, mais à ce qu'on appelle la réassurance, c'est-à-dire montrer aux Russes, notamment, que l'Europe sera défendue par l'OTAN, avec des forces notamment européennes, mais pas uniquement. La question que vous posez sur la capacité américaine et finalement son dommage si elle ne participait pas, c'est que, très honnêtement, aujourd'hui et depuis longtemps, la crédibilité européenne en matière de sécurité est faible. Qu'on soit 28 ou 29, ou 27 bientôt dans l'Union européenne, on voit bien que les Européens sont rarement d'accord pour intervenir quelque part. Et que le seul point commun, et c'est ça l'avantage de l'OTAN, c'est que là les États-Unis sont tellement puissants en tant que tels, c'est que si les États-Unis disent, un certain nombre d'États européens suivent.
et donc peuvent réagir face à une menace et donc être efficaces. Et c'est ça peut-être, c'est le dommage politique et non pas militaire qui pourrait se faire, car on voit mal les États-Unis enlever tous leurs officiers, tous leurs sous-officiers des différents états-majors. Il y a environ, les forces de l'OTAN, c'est en gros 7000 hommes dans les états-majors, qu'on va renforcer de plus de 1000, avec les dernières décisions prises il y a 2 jours. Donc vous voyez, c'est pas énorme. En revanche, la force de l'OTAN, c'est effectivement grâce aux États-Unis, parce que les États-Unis, quand les États-Unis parlent, le monde écoute. Quand l'Union européenne parle, personne ne l'écoute. Donc c'est ça, le risque, c'est que si les États-Unis voulaient se désengager d'une manière trop forte, on n'aurait vraiment plus de crédibilité du tout. Mais ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants, quand on regarde ce qui se passe dans la réalité, pour l'instant, il n'y a pas de retrait des officiers des états-majors. Les forces américaines montrent bien qu'elles sont présentes dans le cadre de l'OTAN. Vous avez quand même un général américain qui commande les forces opérationnelles de l'OTAN, et un général français d'ailleurs qui commande tout ce qui est doctrine et préparation de l'avenir. Donc je dirais, voilà, on est bien dans le discours politique d'un côté de Donald Trump, qui fait peur, qui inquiète, et qui veut des résultats, parce que ça aussi, il faut quand même rappeler que l'Union européenne n'a jamais respecté son contrat, enfin pas l'Union européenne, les États européens de l'OTAN n'ont jamais respecté les 2% qui leur avaient été demandés, car ça fait plus de 30 ans qu'on demande aux États européens d'accorder 2% de leur budget, de leur PIB à la défense. Et que, à part l'Angleterre, la Grande-Bretagne, c'est le seul État qui a respecté le contrat. Donc je dirais, mettons-nous à la place de Donald Trump, qui ne connaît pas grand-chose, à mon sens, aux affaires internationales et à la diplomatie. Il voit quand même des États qui n'ont jamais rien fait depuis 30 ou 40 ans, qui se sont protégés derrière les Américains, qui ont payé sans rien dire. Il dit, maintenant ça suffit, on a assez joué, il est temps d'assumer vos responsabilités. Parce qu'il y a d'autres observateurs généraux qui ont une autre vision qui complète la vôtre, en toute sincérité, mais par contre, sur une autre base, c'est que la Russie de Poutine n'est plus la Russie de l'Union soviétique auparavant. Donc cette menace, cette peur que les Européens avaient après la Deuxième Guerre mondiale, il est plus d'actualité. Et que Donald Trump a bien compris comme quoi la Russie ne fait plus le poids par rapport aux États-Unis, parce qu'il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Mais par contre, ce sont des faux frais pour les États-Unis, au lieu de les consacrer par rapport à son futur, et qui tout le monde le signale et tout le monde est conscient dessus, c'est la Chine comme future force en face des États-Unis. Alors, vous avez, à mon avis, pas tout à fait raison. Il y a certains commentateurs qui peuvent effectivement dire ça, mais c'est à mon avis très inexact. Oui. Effectivement, la menace de la Chine que vous venez d'évoquer est réelle. Et c'est pour ça que vous avez un transfert notamment d'une flotte américaine vers le Pacifique. C'est ça. Ça, c'est sûr. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Il n'y a rien de neuf. Mais la Chine est une vraie puissance aujourd'hui militaire. Elle se construit une force armée conventionnelle et professionnelle. Elle sera, à mon avis, une menace réelle dans moins de 10 ans. Car elle imposera sa volonté au moins dans le Pacifique. Elle ne l'a pas fait ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la Russie. La Russie, il faut quand même pas oublier qu'elle a montré avec son intervention en Syrie qu'elle était capable d'avoir du matériel performant, qu'elle était capable de s'engager militairement et finalement d'arriver à s'imposer sur un théâtre d'opération avec des alliés et finalement d'apporter une solution, qu'on soit d'accord ou pas, à un conflit. Ce que les Américains ne faisaient plus, et encore moins les Européens. Donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que la Russie a retrouvé sa place de grande nation militaire. Ça fait maintenant 10 ans qu'elle y travaille, après les guerres de Tchétchénie et autres. Elle est capable de projeter des forces. Elle a fait des excellentes manœuvres en septembre 2017 qui ont fait peur à l'OTAN, car là, on a vu des forces bien entraînées, bien équipées, manœuvrant aux frontières de l'OTAN. Et là, on s'est rendu compte que, mince, les Russes, ils ont une nouvelle armée, alors qu'ils ne l'avaient plus depuis 10 ans. Donc toute la restructuration militaire de la Russie a abouti. Ils ont abouti aussi à de nouveaux matériels, notamment missiles. Et regardez, d'ailleurs, on va venir au Moyen-Orient. Regardez ce qui se passe en Turquie, avec la vente de ces missiles S-400 qui servent aussi en Syrie, qui veulent aussi servir dans le Golfe. Ces missiles qui sont des missiles extrêmement performants, anti-aériens, aussi bien contre les missiles de croisière contre les missiles traditionnels. Et la Turquie a signé son contrat. Elle devrait être livrée, je crois, d'ici 2020, alors que la Turquie appartient à l'OTAN. Donc en plus, la Turquie est en train de fragiliser l'OTAN par un de ses alliés, qui représente quand même la deuxième armée de l'OTAN. Et on pourrait reparler de la Turquie, d'ailleurs, sur son évolution. Mais vous voyez, donc la Russie est devenue une vraie menace. Alors maintenant, une menace
faire la guerre. Personnellement, je n'y crois pas trop. Nous avons quand même des Russes qui sont des gens qui sont raisonnables, mais ils jouent, ils sont des stratèges. Ils voient ce que c'est que la diplomatie. Et on verra bien ce que donnera la rencontre entre Poutine et Trump le 16. Quelles sont les conclusions? Parce qu'il faut se méfier un petit peu de ce que pourrait dire Trump. Parce que chaque fois qu'il veut voir quelqu'un, il est remarquable et on va faire des affaires ensemble, en gros, quelle qu'elle soit. Alors avec Poutine qui est quelqu'un d'intelligent et qui tient le pouvoir depuis longtemps, nous allons avoir quand même quelqu'un qui est très très au fait des relations internationales, qui veut placer la Russie au centre des grandes puissances, ce qu'elle avait perdu. Il a une armée pour le faire, il a une diplomatie qui y a contribué, il est devenu un acteur majeur au Moyen-Orient, quoi qu'on puisse en dire. Non, la Russie est un vrai danger sur les relations internationales, pas forcément un danger pour la guerre. Je ne vois pas un conflit en Europe, bien que nous avons toujours le problème de la Crimée qu'il faudra résoudre un jour ou l'autre. Et puis les États baltes qui ont très peur, qui sont des petits États sous influence russe dans le passé, et les Russes voudraient bien les récupérer. Et c'est pour ça qu'on met des forces armées de l'OTAN pour bien dire, si vous attaquez les États baltes, nous, otaniens, avec nos forces, nous avons un article de la Charte atlantique qui nous permet d'intervenir et nous défendons ces territoires contre toute agression militaire. D'où la pression de Donald Trump pour faire payer les Européens dans le cadre de ce pourcentage qui s'élèvera, je crois, à 4%, vous m'avez dit. Oui, mais c'est exceptionnel. Personne n'y arrivera parce que 4% pour l'Allemagne, ça serait 70 milliards d'euros. C'est-à-dire en gros qu'elle doublerait le budget consacré à la défense, donc ce n'est pas crédible. Il y a un seul État balte qui l'a accepté, mais tous les autres États ont dit non, pas possible. Maintenant 2%, c'est... Mais la question est de savoir à quoi ça sert 2%. Si c'est pour acheter du matériel américain, qui est aussi une arrière-pensée, là il y a peut-être une arrière-pensée de Donald Trump. Certainement. On peut se poser la question. Bien sûr, et c'est tout à fait logique dans un cadre de business, quand la politique est remplacée par le business. Général François Chauvencey, général de l'armée de terre, expert sur les questions de guerre et de l'information. Il anime un blog de taille sur les questions de défense et de sécurité. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et croisons les doigts pour l'équipe de France d'ici peu pour la finale de la Coupe du Monde. Merci infiniment, Général. Et on les soutiendra. Voilà. Parfait. Parfait. Bon après-midi à tous. Merci infiniment. Au revoir, Général. Arc-en-ciel, la chronique.